Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Corioling. Bonjour Jackie. Arnaud Robinet, bonjour, bienvenue. Ravi de vous accueillir. Pardon ? Non, je parlais au réalisateur. Bah oui, mais vous n'avez pas appuyé sur le bon bouton, Gilles. Arnaud Robinet, maire de Reims. Vous êtes étiqueté Horizon. Mathis Brasca, vous êtes étudiant en sciences politiques. Bonjour. Et Najwa El Haïté, bonjour. Docteur en droit public, porte-parole de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et oui, c'est le retour des politiques sur Sud Radio. Oh, oui. Hein, Najwa, vous nous avez manqué parce qu'avec ces règles très contraignantes pendant la campagne, on était obligé de contrôler, de réguler la parole des politiques. On va revenir sur un certain nombre de faits politiques, en particulier Renaissance, la nouvelle appellation de La République en marche. La majorité part en campagne. On va parler de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on doit continuer à aider l'Ukraine ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la guerre sans le dire ? Et puis 66% des Français sont pessimistes pour l'avenir. Très bon article dans Le Monde hier qui nous expliquait que les Français sont toujours pessimistes et que vu de l'étranger, c'est une particularité. En gros, ils disent qu'ils ont vraiment tout pour être heureux mais pas pour eux, absolument. Et Gilles Gansman est resté avec nous pour un zapping politique. Sud Radio, 10h midi, l'instant zapping. 167 voix contre 101 et 24 abstentions. C'est donc avec cette large majorité, 62,1%, que le Conseil du PS, ça faisait longtemps que le PS n'avait pas vu 62,1%. Ils ont donc voté pour l'Union. Si Olivier Faure se réjouissait, d'autres se préparaient à être dissidents. Nous allons devoir cheminer ensemble maintenant. Et la responsabilité lourde que Jean-Luc Mélenchon prend ce soir, c'est qu'il est maintenant celui qui va porter les espoirs de toute la gauche et les écologistes. Il est le chef de la plus grosse force. Et à ce titre, parce que nous sommes des républicains, des démocrates, nous considérons que il lui appartient à lui d'être appelé à Matignon. Pour Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin qui avait milité contre l'accord, il ne fait pas de doute que des candidatures dissidentes se présenteront aux législatives. Je ne condamnerai pas évidemment les dissidents parce que je considère ce soir que nous sommes en train d'effacer le Parti socialiste et que c'est normal que certains se disent qu'il faut porter ses couleurs. Évidemment, Olivier Faure a indiqué que les dissidents n'appartiendraient plus au PS. Un conseil qui donc n'a pas été de tout repos. Quand Olivier Faure a dit aux opposants à cette union, vous pouvez aller chez Macron si vous voulez. Vous n'avez pas entendu cet extrait, vous allez voir. Il a tout de suite été harangué par la foule en disant « mais tu nous insultes ». Si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron. Mais très bien, si tu veux clarifier tes positions. Mais je vais aller jusqu'au bout. Allez. Baisse un peu de ton. Tu baisses un peu. Mais je ne vois pas en quoi je t'insulte, parce que si tu ne te sens pas... Mais franchement... Ah oui, c'était un peu tendu. Sur LCI, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlanger, a dénoncé... J'ai dit quoi, Bourlanger ? Oui. Bourlange a dénoncé cet accord qu'il trouve minable. Non mais cet accord, c'est absolument, au-delà de tout, c'est absolument minable. Ça se résume très simple. Je troque mes convictions contre des circonscriptions. Et je troque toutes mes convictions contre quelques circonscriptions. Donc en plus, c'est un marchandage qui est idiot. Jean-Luc Mélenchon a voulu vraiment humilier les socialistes. Il y est parvenu et je pense que de ce fait, cette opération n'aura pas le prolongement politique qu'il en attend dans l'opinion. Hier, Quotidien se moquait de Fabien Roussel et d'Olivier Faure qui étaient à la radio car ils se réjouissaient de cet accord mais avaient conscience qu'il y avait des désaccords dans cet accord, que l'on soit d'accord ou pas. Ils ont tous les deux signé l'accord. Il y a un accord, la volonté de construire une coalition. C'est un accord important. L'accord. Mais voici les mots qu'ils ont le plus prononcés sur l'accord. Nous aurons là-dessus des débats, des différences,
des désaccords. Nous ne serons pas d'accord sur cette question-là. Que des divergences qui se maintiendront. Les différences que nous avons, les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous avons des désaccords. Il y a des différences et des différences de taille. Sur les questions économiques, nous avons aussi des différences. Il y a des sujets nombreux sur lesquels vous pourrez trouver des différences. Et pour finir, évidemment, souvent en musique, cette rubrique zapping, Valérie, eh bien dans cette vidéo de la chaîne Sky News, la chaîne anglaise, eh bien vous allez voir des soldats ukrainiens sous les sous-sols d'Azovstal, la fameuse usine. Eh bien, ils chantent un chant de marche ukrainienne pour se donner du courage. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні ти, будь вірний до загину, нам Україна вище понад все. Très émouvant, hein, c'est chaque fois qu'on a je savais que ça ferait son petit effet. Voilà, merci beaucoup Gilles. On va passer à ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Bon, il y a beaucoup de politique dans vos coups de gueule et vos coups de cœur. Peut-être Najwa qui a fait un pas de côté avec un coup de cœur différent. Oui. Alors, mon coup de cœur n'est pas politique, hein. Oui. Il aurait pu, mais... donc le tourisme repart en France, donc c'est une très bonne nouvelle. Et je vais prendre notamment l'exemple de Paris, puisque depuis le mois de mars, les commerçants retrouvent le sourire. Les touristes français et étrangers reviennent dans la capitale. Donc quand je parle de touristes étrangers, je pense notamment aux Européens et les aux Américains aussi qui sont là. Par contre, ouais. les Chinois, beaucoup moins, puisque là, comme vous le savez, eh bien, ils sont en prise encore au virus. Et donc, les Chinois ne sont pas, eux, pour le coup, de retour. Mais... bonne nouvelle, les musées affichent complet, je pense notamment au Louvre. Vous avez des restaurants, des bistrots également qui affichent complet, et l'hôtellerie également reprend. Donc avec des difficultés de recrutement. Exactement, ça c'est vrai qu'il faut le souligner. Avec un certain nombre de restaurateurs et d'hôteliers, ils sont absolument désespérés. On rappelle qu'il y a 300 000 emplois à pourvoir et que parfois ils n'arrivent pas à ouvrir à leur pleine capacité parce qu'ils n'ont pas de personnel. J'imagine que c'est à Reims, vous avez aussi ce type de problème, c'est partout. Même problématique dans la restauration, l'hôtellerie, le métier du bâtiment et autres, mais dans la filière touristique, c'est un vrai problème. Particulièrement, c'est vrai. Et cet été, c'est aussi compliqué, un manque de bras terrible. En tout cas, il y a des touristes à Paris, voilà. Ils sont là. Il faut s'en réjouir. Alors certains vous diront prudence parce qu'il y a cette guerre en Ukraine qui est quand même à notre porte. Vous avez également une crise du Covid qui, on l'espère pas... reprennent, mais en tous les cas, quand on voit ce qui se passe en Chine, puisque j'en parlais, bon, il y a toujours ce risque-là. Mais néanmoins, je tenais vraiment à parler de ce coup de cœur, parce que c'est positif, profitons du temps présent et cette nouvelle et cette bonne nouvelle est particulièrement à souligner. C'est la Pologne qui souffre de la guerre, puisque les touristes fuient la Pologne, ne veulent pas aller en Pologne, pensant que c'est trop près de la... Tout ce qui est pays de l'Est, je crois, ne va pas... Mais là, ils ont diffusé des chiffres qui étaient assez alarmants pour eux, malheureusement. Ouais. Allez, petite pause, on se retrouve juste après le rappel des titres et on continue à débattre et à commenter l'actualité. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, Arnaud Robinet, maire de Reims. Vous êtes de sensibilité Horizon. Mathis Brasca, étudiant en sciences politiques, et Najwa El Haïté, docteur en droit, porte-parole de Territoire de Progrès. Et je rappelle votre dernier livre, Laïcité et République, qui est paru chez l'Harmattan. On va parler de tout ce qui se passe en vue des législatives. Ensemble, Renaissance, la majorité part en campagne. Deuxième sujet que nous évoquerons, 66% des Français sont pessimistes pour l'avenir. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Et puis la France doit-elle continuer à aider l'Ukraine? Est-on en train de faire la guerre sans le dire? Pourquoi vous rigolez Non, parce que notre ami Frédéric Davy, donc, qui est un des grands dirigeants de l'IFOP, est avec nous, et ça nous fait plaisir. On lui envoie des petits signes. C'est juste le patron de l'IFOP, voilà, et j'allais dire l'excellent. Il t'expliquera son actionnariat, je le laisserai faire. Voilà, on continue notre tour de table. Jackie Isabello, perspective économique qui vous inquiète? Oui, je trouve qu'il faudrait reparler d'économie, parce que vous avez vu, on a fait pas mal de promesses, mais en même temps, les Français entendent des termes barbares prononcés dans les médias, stagflation, c'est
vraiment quelque chose qui est dévastateur pour des gens qui connaissent un petit peu l'économie. C'est comme si on disait on augmente tous les coûts de Sud Radio, tous les salaires de Sud Radio, mais par contre la page de pub, le chiffre d'affaires engrangé ne montre pas, et on sait que c'est dévastateur parce que c'est générateur de chômage, et pire que ça, pour les gens qui sont très effrayés par le libéralisme, je n'en suis pas, c'est le retour de ce qu'on appelle les politiques monétaristes. Et les politiques monétaristes, eh bien, c'est de la rigueur. Et la rigueur, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à cette période de laquelle on sort, c'est-à-dire cette campagne présidentielle où on a vu fleurir tout un tas de promesses. Voilà, je voulais dire aux gens, il faut repenser à l'économie, il faut que les politiques reparlent d'économie, d'autant plus que nous n'avons plus de marge de manœuvre. Ouais. L'État est endetté, le budget est toujours en déficit, et l'argent magique n'existe pas. Les Américains ont annoncé une remontée des taux, c'est-à-dire qu'ils veulent faire, pour que les gens comprennent, ils veulent faire bouger de l'argent, que ça aille plutôt à un endroit qu'à l'autre. Ça va affaiblir l'euro, et donc tous ces aspects-là sont extrêmement mauvais pour des pays comme les nôtres. Donc il faut reparler d'économie, beaucoup vulgarisé, pour que si à un moment on se dit bon, alors où est-ce qu'on fait nos économies, que les gens se disent oui, il serait temps d'y réfléchir. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Robinet? Oui, vous êtes élu local, en plus vous n'avez pas le droit d'être endetté, la règle d'or. C'est ça. Je partage à 1000%, et c'est vrai qu'on a une certaine forme d'inquiétude au niveau des collectivités. Alors on nous annonce 10 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités. On nous reparle également du fameux pacte de Cahors version 2. Alors bien évidemment que les collectivités doivent participer, je dirais, au rétablissement des comptes publics, mais il faut que l'État également prenne largement sa part. Moi je donne un exemple pour la région Grand Est, dont je suis le vice-président. Les perspectives, ça représente 60 millions d'euros en moins de dotation pour la région. Donc derrière... Et avec des concitoyens qui demandent de plus en plus de services publics. Et en même temps, il ne faut pas augmenter les impôts. Donc c'est très compliqué. Et il va falloir avoir un vrai langage de vérité vis-à-vis de nos concitoyens, et beaucoup de pédagogie. D'autant plus qu'il faut arrêter avec les mensonges. Les services publics n'ont pas quitté les territoires, contrairement à ce qu'on peut entendre partout. Tous les spécialistes de ce thème-là en économie vous disent mais d'où sort ce thème qui continue de fleurir? Il y a des tas d'études, des bouquins remarquables. Invité Emmanuel Le Chip, qui est sur une autre radio, il vous les donnera à tous, mais les services publics n'ont pas quitté les territoires, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que vous appelez service public? C'est ce que j'allais dire. Tout un tas de services publics, on se focalise sur certains aspects qui sont en crise. La poste, l'hôpital, en milieu rural. En milieu rural. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me refuse de parler, quand on parle de déserts médicaux, sur certains aspects. Je refuse de parler de déserts médicaux en milieu rural, ce sont des déserts tout court. Et d'ailleurs, on peut faire le lien avec la jeunesse, où on parle beaucoup de jeunesse dans nos QPV, dans les quartiers, etc. Mais on ne parle pas de la jeunesse en milieu rural. Dans nos quartiers, les services publics sont présents. La mobilité, elle est possible. Il y a les bus, les transports en commun. Par contre, la jeunesse en milieu rural, elle est dépourvue de tout, de services publics, de mobilité pour se déplacer. Et il y aura peut-être un plan d'action à mener envers cette jeunesse de la ruralité. Mais Valérie, il n'y a pas de médecin dans les territoires. Attendez, le médecin, il est fonctionnaire ou pas? Non. Ah non, je crois qu'ils ont choisi d'être libéraux, payés par la sécurité sociale. Demandez à la médecine de ville, une bonne fois pour toutes, de régler ce problème-là. Comme les militaires changent d'endroit, les postiers changent d'endroit. C'est pas un service public au sens... On vous parle des hôpitaux, des écoles, on vous parle des... Enfin, les maternités, oui, ça rentre dans l'hôpital public. Ce sont des choix qui sont faits. De la famille qui habite dans le centre de la France, on a vu les trains n'arrivent plus. Il y avait des trains qui aujourd'hui, les lignes sont suspendues. Parce que M. Robinet le dit, ce sont des déserts tout court. Si les gens envoient des mails et qu'ils n'envoient plus de courrier, mais ça existait. Ça existait, les trains. Pourquoi est-ce que ces trains, la ligne Paris-Vierzon est particulièrement... Paris-Vierzon, vous n'avez pas de TGV, qu'est-ce que vous racontez? Non, mais je veux dire, les gens ont privilégié le TGV, et à un moment... Mais là, avec le télétravail, les petites lignes vont être reconstruites par la SNCF parce qu'il va y avoir une demande. À un moment, il faut qu'il y ait quand même un équilibre économique. Comme le disait M. Robinet, un élu local, lui, il n'a pas le droit de s'endetter. Cette fameuse règle d'or dans les collectivités territoriales qui est de dire, tu te débrouilles avec ton budget, tu fais tes investissements, mais surtout ne nous parle pas de dette, c'est eux qui le gèrent. Donc à un moment, quand vous mettez en place des choses et qu'à la fin de l'année, on vous dit, c'est moins 100 millions, vous faites quoi? Vous faites votre boulot, comme ici, les gens qui gèrent les finances font leur travail. Vous mélangez un petit peu tout, je trouve. Non, là, on va vite. Bien sûr. Force est de constater, je ne suis pas la seule, les impôts sont quand même
même élevés en France. Et quand je remarque, et pour avoir être partie dans j'ai un métier qui me permet d'aller, de me déplacer assez souvent dans certains territoires. Et ben autant vous dire que quand on parle de déserts, pas uniquement médicaux, c'est une réalité. Vous avez des territoires qui sont particulièrement isolés. Ça, on peut pas le nier. Il y a plus de services publics. Je parlais d'écoles. Il y a plus d'hôpitaux. Vous avez des gens qui sont obligés, et on reparle de la voiture, de prendre leur voiture pour aller déposer leur enfant à l'école, pour aller à l'hôpital, pour aller. Non, c'est un véritable problème. Donc les déserts, pas uniquement médicaux, sont une réalité. Et donc à côté de ça, vous avez des impôts importants. Et ben ces impôts, en principe, devraient permettre d'assurer aussi des services publics qui fonctionnent partout en France. Il va falloir se réinventer. Oui, il faut se réinventer. Mais votre affirmation de dire les services publics n'ont pas diminué, c'est pas vrai. Sur les investissements qui sont faits dans les territoires, quand on parle, c'est terrible parce que ça ne dit rien à personne. Quand on parle en masse d'investissements, eh bien, force est de constater que les experts vous disent que les territoires n'ont pas été dépréciés. On nous parle tout le temps de la Creuse. Regardez les investissements qui ont été faits dans la Creuse. Il manque des choses, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les territoires n'ont pas été abandonnés comme on essaye de nous le laisser entendre. Mathis Brascar. Peut-être que vu que les territoires n'ont pas été abandonnés, c'est aussi à nous peut-être un petit peu plus les réinvestir. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en dehors de ce débat sur les investissements dans les territoires, il y a le fait qu'il y a un travail de pédagogie à faire aujourd'hui, parce qu'avec l'augmentation des taux, il ne faudrait pas que les gens aient peur demain d'investir, de consommer, et que cela ait un impact encore plus néfaste sur l'économie. Là, on revient effectivement sur le point de départ, sur la nécessité de parler d'économie. Mathis, votre coup de gueule ou coup de cœur ? Moi, c'est plutôt un coup de gueule. J'ai l'impression un petit peu que ces candidatures, c'est un peu le festival des identitaires, qu'on ait Damien Rieu, qu'on ait Tahabouaf ou qu'on ait Philippe Vardon. On a soit des candidats qui ont été condamnés, soit des candidats qui sont visés par des procédures judiciaires. Damien Rieu, c'était le militant Génération Identitaire qui a essayé et qui a été condamné puis relaxé pour avoir voulu bloquer un col des Alpes d'accès aux migrants. Mais relaxé. Je reconquête. Quand même, quand on voit le nombre de personnes qu'on retrouve dans les neiges des Alpes tous les ans, on est un petit peu inquiet par ce genre de prise de position. Tahabouaf, il a été condamné, il a fait appel pour avoir traité Lindsay Kebab, la policière d'arabe de service, mais on a vu ses autres tweets, notamment sur le CRIF ou encore sur Charlie Hebdo, sur la Palestine, de la mer au Jourdain, reprenant juste une expression du Hamas. Et puis Philippe Vardon, c'est le créateur de Bloc Identitaire qui est passé par la prison. Donc on a à l'extrême droite une sorte de masse de personnes aujourd'hui qui veulent plus ou moins dynamiter la République en revenant sur la laïcité, en la rendant exclusive alors que son principe de base, son essence, c'est le vivre ensemble. Et on a une union de la gauche qui, elle, est plus aujourd'hui derrière un candidat qui, depuis 5 ans, répète que la politique va à l'encontre des musulmans et qui veut abroger la loi du séparatisme, qui est une loi qui, aujourd'hui, protège les Français, et notamment les Français de confession musulmane, qu'on soit ou non d'accord avec ce gouvernement. Et donc, quand on voit ça, on se dit qu'on a ce qui est encore plus grave, cette génération d'influenceurs identitaires qui, jusqu'alors cantonnés aux réseaux sociaux, se retrouvent à accéder pour la première fois aux institutions, à la politique, à l'Assemblée nationale. Et moi, je me désole un peu qu'on ne se retrouve pas, au lieu de débattre de vrais enjeux, qu'on se retrouve, au lieu de débattre de, entre guillemets, lutte des classes, à une forme de lutte des races, animée par des gens qui sont soit dans la post-vérité, soit dans l'ignorance politique, et des gens qui, finalement, participent à ce qui continue encore aujourd'hui, qui est désolant, qui est divisé, qui est dangereux pour la démocratie, qui est une forme de trumpisation du débat. Donc voilà, j'avais envie de remettre un peu Trump sur la place et vous dire juste que ces candidatures qui sont selon moi intolérables, plus qu'être un coup de gueule, c'est presque un coup de flip. Oui, non mais ça vous fait réagir, vous qui êtes maire et politique, de voir des candidats effectivement qui ont été condamnés, qui ont fait l'objet de... Bien évidemment, et c'est pour ça que, enfin moi je sais pas si je reviendrai sur mon coup de gueule, mais il est lié à ce que vous avez dit. Allez-y. Oui. Ouais, mon coup de gueule, c'est cette OPA de l'extrême gauche sur la gauche dite républicaine pour quelques circonscriptions, et je crois que ça participe à la radicalisation du pays, et on ne peut l'accepter. Moi, quand je vois certaines
certains propos de Monsieur Mélenchon et de la France Insoumise, je me demande comment la gauche républicaine, le PS, qu'on ne doit pas cantonner uniquement à son score à la présidentielle. Non, le PS, la gauche républicaine, sur les territoires, elle existe aujourd'hui. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut accepter, en tout cas moi ça m'inquiète de voir cette gauche républicaine, du moins le PS, se vendre à l'extrême gauche de cette façon. Alors c'était plus large le coup de gueule de Mathis, mais qui est sur non, mais bien effectivement, vous avez raison, sur des candidats baroques, identitaires, de gauche ou de droite. Espérons qu'il n'ait pas justement accès aux institutions. Et je crois au sens de parti, parce que ce sont des gens qui sont envoyés dans des circonscriptions gagnables. Pour les filles. Pardon ? Non, je disais, ces candidatures, notamment Tahabouaf, notamment lui, il est envoyé dans une circonscription gagnable pour LFI. Donc on les envoie quand même dans des circonscriptions où ils risquent d'être députés. Donc c'est un vrai danger. Et c'est vrai qu'il est à regretter que cette gauche républicaine, et moi je pense au Parti Socialiste, parce que c'est vraiment on peut en parler, véritable... ça fait partie des sujets que complètement, je voulais évoquer, déception. Enfin, moi, j'ai été au PS. Autant vous dire, le PS était à l'avant-garde eh bien, de la défense de la laïcité. Là, le PS, pour moi, est mort. Par contre, l'idéologie de la gauche républicaine, heureusement, elle se perpétue au-delà de ce PS moribond et qui est devenu vraiment un cadavre à la renverse. Bien sûr, mais cette fin du PS, si je peux me permettre, elle ne date pas. Enfin, on met beaucoup Macron à flinguer l'ensemble des partis politiques, mais cette fin du PS, elle date de bien plus longtemps. Enfin, moi, je le vois à Reims, notamment dans les quartiers dits populaires qui votaient historiquement PS, PC, depuis plus de 10 ans, ces quartiers votent extrême droite. Parce qu'en fait, le PS et la gauche républicaine ne parlaient plus aux classes populaires. Elle s'est orientée, elle s'est engouffrée dans ce discours racialiste, indigéniste en grande partie. Ce qui fait aujourd'hui, qui peut expliquer notamment cette alliance avec la France Insoumise aujourd'hui, bien évidemment. Et donc, il y a toute une remise en question. Absolument. Mais ce qui me rassure pour notre démocratie, c'est qu'il y a encore des gens de gauche, de cette gauche républicaine, et qui, à mon avis, vont se battre. Et j'espère qu'ils seront nombreux aux élections législatives à se présenter contre les candidats. Hier, ça a été massivement, l'alliance a été massivement votée par le bureau politique. On peut reprocher aux familles politiques de se dire, on doit prendre en considération, comme l'a dit Martine Aubry, on ne peut pas penser que Martine Aubry, sur des sujets comme la laïcité, par exemple, serait un peu ambigu de dire, bon ben voilà, quoi, il y a 2-0, on s'est pris une tôle, à un moment nos électeurs nous passent, pardon, je suis un peu grivois, nous passent un message et bien, j'allais dire les corps constitués, en tout cas la gouvernance du Parti Socialiste prend en compte ce qui a été un message dans les urnes de la part des électeurs, mais qui a été aussi un message des électeurs lorsque Benoît Hamon s'est présenté à l'élection présidentielle. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas d'un côté reprocher aux élus d'être soi-disant déconnectés de la réalité, et là se dire ils prennent en compte cette réalité avec, je trouve, une responsabilité, quelles que soient les idées qui ne sont pas forcément les miennes là-dedans, hein, vous le savez Valérie, mais avec une responsabilité qui les honore un peu, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dépasser leur clivage. Moi, je viens d'une famille, lorsque j'étais en cabinet, vous le savez, qui associait l'UDF et le RPR. Je vous fiche mon billet d'essayer de montrer quelle était la cohérence sur l'Europe, sur l'aménagement du territoire, sur la laïcité, voire même sur les courants économiques qui animaient. Et pourtant, à un moment, ils ont fait alliance pour porter certaines idées. Ça fait partie de la politique. Jusqu'à quel niveau doit aller l'électoralisme, en fait? C'est que pendant longtemps, la gauche, elle a défendu une certaine idée de la République, une partie de la droite aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de la droite qui a une valeur qui mélange en permanence le culturel et le cultuel, il faut le dire. Et aujourd'hui, ils reviennent là-dessus, et c'est très dangereux, parce qu'on a des gens qui sont en perte de valeur, qui ont besoin de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de voir qu'ils ne sont pas ostracisés par la société. Et eux, au lieu effectivement, il y a des sujets très importants au niveau du pouvoir d'achat, des services publics qui sont concrètement de l'aide pour les gens qui aujourd'hui ne veulent plus voter. Mais sur ces autres sujets-là, au lieu de leur dire toute la journée qu'ils sont ostracisés, qu'ils sont des victimes, etc. du système, ils épousent leur raisonnement et ça ne peut rien mener de bon. La bonne question. On va marquer une pause, c'est l'heure de la pub et on se retrouve dans un petit instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on est
évoqué, mais c'est un thème intéressant, Mathilde Brasca, vous disiez jusqu'où va aller l'électoralisme, et on voit qu'on est quand même en plein dedans. Et un peu partout, hein, quand même, même dans les candidats de ceux qui sont candidats aux législatives, ils sont souvent aussi prêts à tout pour avoir une circonscription. Je ne sais pas qui veut. Oui, c'est pas nouveau, vous allez me dire, Arnaud Robinet. C'est pas nouveau, il y a même une confusion, c'est-à-dire qu'on entend des candidats aux législatives qui vont promettre monts et merveilles dans des domaines qui ne sont pas du tout de leurs compétences. Et on a vice-versa également, Absolument. parfois au municipal ou au cantonal, enfin au départemental, on doit dire maintenant, ou au régional, des candidats qui promettent des choses qui ne sont des compétences de l'État ou d'autres collectivités. Donc il y a une confusion des genres, et d'ailleurs le symbole de cette confusion, c'est qu'on revient toujours à l'élu local. Quel est l'élu de référence pour nos concitoyens? C'est le maire. Et le maire, il est responsable de tout. On vient le voir pour des choses qui concernent politique nationale, régionale, départementale. Donc il y a une confusion. Et moi je me dis qu'il y a quand même un objectif, et j'espère qu'il sera pris en main durant ce quinquennat. En tout cas, c'est l'éducation et l'instruction, je crois, et de pédagogie. On a besoin envers en direction de notre jeunesse, mais même de la population générale, de faire de la pédagogie et autres autour de ces institutions, de la vie politique, de qui fait quoi. Oui, parce que là, on risque aussi de voir une très forte abstention. 50% d'abstention. Valérie, moi je suis pas élu, donc est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite avec ça? Il faut dire aux Français, quelqu'un qui est motivé et qui veut se mettre au service de l'État, ils y passent des journées, leur week-end, des heures, à un moment qu'ils fassent un peu d'électoralisme, comme dans une boîte, des fois on dit pas à son chef, t'es vraiment un abruti, comme on essaye d'écouter un peu ses intérêts, mais tout le monde... À un moment de dire les hommes politiques, ils font tous de c'est moi qui vous défends, mais je trouve qu'à un moment... C'est ce que j'allais dire. Oui, mais la limite, alors là, c'est un débat philosophique sur où poser la limite. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Non, mais c'est de dire à un moment, il faut pas, je pense, on dégrade suffisamment la fonction politique et politicienne sur des gens qui sont à notre service. Il y en a quand même plein qui font leur boulot. On parlait des députés, les permanences de députés, par exemple. Les gens font un travail assez incroyable. Bon, à un moment, ils ont une ambition, ils sont électoralistes, Nadal il a envie de taper Federer et il mettra sous ses moyens. Je veux dire, il faut après que ce soit un dévoiement de la fonction politique. Mathis va vous répondre. La construction, et je termine juste par ça, par exemple, comme ça s'est passé à Sarcelles, construire des communautés pour pouvoir être élu, ça c'est un dévoiement, mais comme des gens outrepassent la loi. Mais il ne faut pas laisser entendre que tous les politiques sont des gens qui sont férus, une ambition débordante, quoi qu'il se passe. Parce que ça, c'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y en a comme partout, comme il y a des pompiers alcooliques. Moi, je suis fils de pompier, j'ai connu des pompiers alcooliques. Voilà. Mathis. Pas touche aux pompiers. Non, mais c'est juste que c'est pas, pour moi, c'est pas du tout le même débat d'être pour ou contre le nucléaire, d'être pour ou contre les éoliennes et d'être pour ou contre, je sais pas moi, l'instruction laïque à l'école ou d'autres sujets. En fait, ça n'a rien à voir. Et c'est là en fait que c'est dangereux, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à mettre sur un pied d'égalité tous les idées, tous les débats, toutes les conceptions, alors que certaines ont plus d'impact que d'autres. Et voilà. Et pour moi, l'électoralisme, il devient dangereux lorsqu'il vient vraiment à la racine de notre pacte avec la société, avec le vivre ensemble, etc. Si c'est des débats, voilà, sur la politique énergétique de la France ou sur la place de certains services publics dans les territoires, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais moi je pense vraiment qu'on ne négocie pas sur les fondamentaux. Moi par exemple j'étais très déçue par Fabien Roussel. Franchement son discours, moi il me plaisait concernant la liberté d'expression, la laïcité. Alors quand j'ai vu qu'ensuite il se ralliait pour sauver là encore des circonscriptions à la France insoumise, c'est le mélange de la carpe et du lapin. Non, c'est pas possible. Et alors je reviens sur le Parti socialiste, ayant été adhérente de ce parti. À un moment, je suis désolée, ils ont choisi la facilité. C'est-à-dire que le constat c'était qu'ils parlaient plus aux classes populaires. Je suis désolée, on travaille. Un parti doit travailler pour répondre au mieux aux attentes de ces classes populaires. Et là aujourd'hui vraiment, on en a bien besoin. Donc c'est un véritable regret. Donc le choix qui a été fait, d'ailleurs sous l'influence de Terra Nova, c'est la facilité. C'est de répondre à un électorat particulier. Alors les femmes, les banlieues, bien sûr. Non mais c'est là où on va. Et là il le paye très cher le Parti socialiste aujourd'hui. C'est sûr qu'à un moment il faut quand même dire aux gens qui sont en face qu'on ne fait jamais, parce qu'un homme politique n'interpelle pas son électorat. Mais demander à un élu local le matin, la personne est parent d'élève et le soir elle est contribuable et elle vient vous dire deux choses différentes. Et on est tous un peu comme ça. Et à un moment le vécu politique, c'est un peu ça. Non, mais et après, par rapport à ça, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment, vous voyez bien comment se positionnent les gens. Il y a des sujets qui les intéressent.
interpelle plus parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont une construction neurologique qui fait qu'ils sont plus sensibles à certains sujets. Les sujets de l'insécurité, par exemple, au fin fond du Grand Est. Ils sont obsédés par la sécurité, ils n'ont pas vu quelqu'un d'une autre couleur que celle qui est dominante là-bas, et pourtant ils ont un vent de Front National qui est extrêmement préoccupant. L'électeur, il est comme ça, et à un moment, moi qui ne suis pas élu, je lui dis, toi tu es comme ça, auditeur, tu es comme ça, électeur, et ne te pose pas de questions par rapport au fait que parfois ta classe politique, elle a envie de te séduire, et elle te ressemble. Voilà, c'est comme ça. Mais vous avez vu les taux d'abstention, c'est pas possible. La déception est telle que expression politique à part entière aujourd'hui. De mécontentement. Oui. De mécontentement. Alors, Arnaud Robinet, sur ce que... Je suis pas sûr. Si, on voit la colère des uns et des autres quand même. Frédéric Dabi est parti, on aurait pu lui demander. On aurait pu lui demander. Non, mais il est vrai, si on revient sur ce taux d'abstention, alors qu'il n'est pas record, parce que à chaque fois, à chaque élection, on nous dit taux d'abstention record. La présidentielle, ça n'a pas été un taux d'abstention record, par rapport à 2002. Mais il est important, il faut le prendre en compte. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens, c'est un ras-le-bol. Et la situation que nous avons traversée, la crise sanitaire, la crise des gilets jaunes, la situation en Ukraine, aujourd'hui les gens sont totalement perdus. Une partie de nos concitoyens sont totalement perdus, ont peur en l'avenir et n'ont pas confiance, en tout cas, en la classe politique ou les classes politiques. Mais chacun a sa part de responsabilité. Moi, il y a un moment, et là je vous rejoins, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la classe politique. Moi, je dis toujours à des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment facile de critiquer, d'interpeller, etc. Mais venez, moi je vous propose de passer une journée avec moi de 7h du matin jusqu'à 22h, 22h30 et vous verrez, et vous verrez, et les week-ends, et vous verrez. Vous savez que le maire et l'élu... Non mais, même, vous savez, sur la question, mais même au niveau national, vous savez, sur la question des membres du gouvernement, quels qu'ils soient, et j'ai aussi été critique durant le dernier quinquennat sur certaines décisions qui ont été prises, et notamment durant la crise sanitaire, mais... Globalement, cette crise sanitaire, les yaka faucons, et puis quand on regarde en plus dans le rétroviseur, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Moi, quand on compare, on se rassure. Et moi, je dis qu'on vit quand même dans un pays qui a beaucoup d'atouts. Et moi, je suis optimiste pour l'avenir. Chacun va se ressaisir. Vous ne faites pas partie des 66%. Voilà, mais non, mais bien sûr que... Mais je comprends cette inquiétude. Je la comprends, cette inquiétude. On doit la comprendre. Mais il faut aussi se ressaisir et allons vers l'innovation. Et allons vers... Voilà, on a plein... On parlait du tourisme tout à l'heure. Mais c'est une très belle économie. On a des... Allons-y. Allez, retroussons-nous les manches et allons-y. Allez, on va parler d'ensemble et de renaissance. Donc, la République En Marche qui change de nom, qui devient Renaissance. À tout de suite. Alors, parlons de ce nouveau groupe. On parlait de l'Alliance de la Carpe et du Lapin. Richard Ferrand, François Bayrou et Édouard Philippe ont annoncé donc une confédération baptisée Ensemble qui regroupe ces trois partis de la majorité présidentielle. Tout cela évidemment en vue des législatives. Horizon a obtenu 58 candidats alors que le modem de François Bayrou en aura entre 101 et 110. Et puis, on apprend également que la République En Marche change de nom et devient Renaissance. Alors, je voyais ce matin sur une chaîne d'infos en continu, il parlait du retour de l'UDF. Arnaud Robinet, c'est un peu ça. L'union, moi non plus. L'union de la droite française, c'est un peu ça. L'union de la démocratie. De la démocratie, pardon. Ce que je retiens et je salue, c'est en tout cas ces prises de responsabilité des trois chefs de parti. Alors, j'ai chef de parti, non, parce que j'ai vu que c'était M. Ferrand qui avait participé aux négociations, alors que le chef du parti, c'est M. Guérini. Mais bref, que ces trois formations politiques, dont la mienne, Horizon, chacun a pris ses responsabilités. Je crois que l'objectif, c'était de pouvoir renforcer la majorité et nous, Horizon, je dirais, d'impulser aussi cette sensibilité de centre-droit de cette majorité. Et nous sommes satisfaits de cet accord. Et c'est pour ça qu'on n'a pas réagi aux petits bruits qui circulaient comme quoi le président ne souhaitait pas aucune circonscription pour Horizon et autres. On n'a pas du tout réagi parce qu'on savait ce qui se passait, les négociations étaient en cours, elles se passaient plutôt bien, et ce que je vois, c'est le résultat d'hier. Voilà, donc on va être sous une bannière Ensemble, mais où chaque formation politique a son indépendance, notamment en termes de financement, bien évidemment, mais également pour la suite sur des élections locales ou autres, où nous avons aussi une forme d'indépendance. Nous sommes loyaux, mais libres. Oui. Non, mais c'est juste sur la com, et il va falloir m'expliquer, mais pour rire un petit peu, Horizon, Renaissance, c'est vrai que ça fait un petit peu nom d'EHPAD.
quand on y pense. Et lorsque l'on voit un petit peu, bon, on disait, vous êtes dur, vous êtes dur. Non, mais je suis méchant, Coalition. Et lorsque vous disiez que la forme, lorsque vous disiez que la forme dépassait que le fond dépassait un petit peu dans la forme, c'est vrai qu'il y a une communication qui est assez embêtante. Alors Twitter, c'est vrai, se moque beaucoup. Ils disent c'est pas la Renaissance, c'est le Moyen Âge, parce qu'on voit 4 hommes éléphants comme ça qui sont en train d'expliquer qu'ils vont refonder la politique. Bon, moi je trouve que c'est pas très inspirant, mais d'un côté, il y a un point positif. Il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a des gens qui disent c'est un aveu d'échec, etc. Enfin, la politique, ce serait inventé en permanence. Donc s'ils sont là et qu'ils essayent de refaire des trucs, bon, on va voir quelle est la part de com, quelle est la part d'engagement. Il faut quand même peut-être un peu espérer ça, surtout quand on est jeune et qu'on a tendance à ne pas voter, comme beaucoup de mes amis. Vous croyez que ça va les encourager à aller voter ? Je pense que là, ils ont été soufflés par la performance de Bayrou devant son mur végétal. Allez, alors, changer de nom, tiens, vous qui êtes un communicant, Jacques-Yves. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, c'est une phrase qu'on prête à Victor Hugo. Alors, changer de nom, en termes purs de communication, dans l'identité, vous avez plusieurs choses, dont le nom. Et donc c'est vraiment l'expression de l'identité intrinsèque d'un parti politique. Donc ces changements non permanents, il y avait un journaliste qui s'était même amusé à faire des calculs assez drôles. Il avait dit dans la première partie du siècle, les partis politiques avec tel nom ont cumulé 127 ans de pouvoir. Et puis plus on avance, et en fait moins ils arrivent à garder le pouvoir. C'est-à-dire que les marques évoluent excessivement vite. Ce qu'on peut se dire, c'est auparavant, on était figé sur des idéologies qui étaient claires pour les gens. Il y avait les démocrates, il y avait les républicains, il y avait les socialistes, il y avait les 3 droites de René Raymond. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure hors micro, que c'est un peu un stade de vie, c'est-à-dire que la Renaissance, ce sera un peu l'adolescence, alors qu'avant, il y avait un peu l'enfance. Donc l'idéologie, 1, perd du poids parce qu'elle ne veut plus rien dire. 2, parce que ces partis, eh bien, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. On associe quand même des choses différentes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on dit à la gauche, on associe plein de choses. Enfin, En Marche, en même temps, ses fondateurs et les gens l'ont élu. Donc cette identité, dans le nom du parti politique, eh bien, elles sont le plus trouble possible. Et puis à un moment, vous aviez la mode des acronymes. PS, Parti Socialiste, et aujourd'hui ce sont plutôt des mots derrière lesquels on fédère, mais qui sont des mots valises derrière lesquels vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Et donc qu'est-ce que ça fait quand on met tout et n'importe quoi ? Eh bien vous évitez les dissensions. Pardon, Najma. Bon, déjà tout d'abord, moi j'aimerais aussi saluer l'unité de la majorité présidentielle pour attaquer les législatives, puisque moi je suis territoire de progrès, et donc on sera tous en effet sous la bannière ensemble pour les législatives. Bon, ensuite Renaissance, c'est tout un symbole, on le disait en effet. Donc moi, quand on me dit Renaissance, je pense à la régénération et à une nouvelle page qui s'écrit, parce que rappelez-vous quand même, LREM, les municipales, les régionales, c'était très difficile pour ce parti. Et là, vous avez un président de la République qui est réélu hors cohabitation. Faut le rappeler, c'est une première, c'est un exploit au regard du contexte actuel. Et moi, je pense que le changement du nom de ce parti, c'est une manière aussi de réécrire dans ce contexte-là où il y a quand même une victoire que certains pensaient improbable. Eh bien, c'est une manière aussi de réécrire une nouvelle page, et donc d'où Renaissance, et puis faire des propositions, enfin du moins j'espère que ce parti fera des propositions dans un contexte social extrêmement quand même tendu, parce que les présidentielles, on en parlera, mais vous avez quand même une France qui est coupée en deux. Raffarin parlait de la France d'en haut et la France d'en bas. Je parlais tout à l'heure du Parti Socialiste qui était paresseux, qui faisait plus de propositions, qui ne travaillait pas. J'espère que ce parti Renaissance va travailler, faire des propositions, dans un contexte géopolitique compliqué et un contexte social tendu. Dans aussi une période excessivement longue en manque de respiration démocratique, parce que c'est vrai que jusqu'aux européennes, ça va être le grand vide, et la rue va sûrement être un moyen de s'exprimer. Il y a les sénatoriales, mais c'est les grands électeurs. Il y a deux choses qui m'inquiètent, qui me perturbent, on va dire. C'est vrai, ce manque de moments de respiration démocratique. C'est le quinquennat qui l'a voulu, avec ces
législatives qui suivent immédiatement la présidentielle. Et puis également aujourd'hui la faiblesse des corps intermédiaires et des syndicats. Quand on regarde ce qui s'est passé au 1er mai, le 1er mai est devenu aujourd'hui un meeting politique de M. Mélenchon où les syndicats ont été quasi totalement absents ou inaudibles. Et là, il y a un vrai problème démocratique. Et je pense que le président aurait plutôt intérêt, alors je n'ai pas de conseil à lui donner, mais plutôt intérêt aussi, je veux dire, à renouer des liens avec les syndicats progressistes, la CFDT, même Force ouvrière et autres, etc. On a besoin des corps intermédiaires dans un pays qui est crispé, avec des tensions très fortes. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui va se passer, en tout cas, je ne l'espère pas, mais on peut s'y attendre, c'est que cette contestation ne se fasse plus par l'intermédiaire de syndicats, non plus par des élections intermédiaires, mais uniquement dans la rue et avec les violences que l'on peut connaître derrière. C'est une négociation, en fait. Mais vous voyez, certains auditeurs disent, moi, ça me fait sourire, Renaissance. Une autre nous dit, j'y vois de la cuisine politique, en fait. Oui. Est-ce que c'est nouveau, sincère? Renaissance, hein. Oui. C'est pas nous. Non, mais quand on est passé, rappelez-vous, de En Marche à la République En Marche, Renaissance pour les européennes, c'était la liste conduite par Nathalie Loiseau aux européennes. Voilà, on est un peu dans la même... le groupe européen s'appelle comme ça. S'appelle comme ça, Ouais, donc c'est en tout cas, ça fait sourire. Présidé par Monsieur Séjourné. Et est-ce que Édouard Philippe est satisfait de cette alliance, de ce que vous en savez? Oui, mais bien évidemment, on a beaucoup échangé avec Édouard Philippe durant ces derniers jours, quasi quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. On s'est vu mardi soir, on s'est vu hier matin avant cette conférence de presse. Bien sûr, nous sommes satisfaits. Maintenant, nous sommes sur le terrain. Nos candidats sont sur le terrain pour défendre, le programme législatif de la majorité présidentielle. Et en tout cas, notre objectif, c'est que le quinquennat se passe le mieux possible et qu'on aille notamment en direction de ces réformes nécessaires au pays. Et je boucle la boucle avec les propos introductifs sur la question de l'économie. Et donc, oui, qu'on le veuille ou non, il y aura la réforme des retraites qui est nécessaire et obligatoire. Et bien d'autres réformes qui doivent nous permettre de relever, institutionnelles, qui doivent nous permettre de relever les défis qu'attendent la France demain. Et les LR, dans tout ça, ils sont... Vous savez, moi, c'est très compliqué pour moi de parler de mon ancienne famille politique, mais je parlais du PS tout à l'heure qui ne parlait plus aux classes populaires. Si on regarde dans le rétroviseur, les LR, et j'en prends part de responsabilité, que j'étais parlementaire et membre du Conseil national et du bureau, LR n'a parlé qu'à elle-même depuis 2012. Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, est arrivée l'affaire Copé-Fillon, ensuite Big Malion, certaines affaires. Après, on est reparti sur des élections internes pour la présidence du parti, après sur les primaires. Donc, le parti n'a pas profité d'être dans l'opposition pour réfléchir sur les sujets sociétaux, les sujets économiques. Il ne s'est parlé qu'à lui-même et il ne s'est pas du tout adapté non plus au non-cumul des mandats, puisque le parti a continué à fonctionner uniquement avec les parlementaires en se coupant des élus locaux. Et quand on regarde aujourd'hui les maires des villes et des grandes villes de France qui étaient de droite et qui appartenaient à l'UMP ou LR, aujourd'hui, ils ont tous quitté ce mouvement pour rejoindre Horizon ou d'autres partis de centre-droit. Il y a une fracture, Mathis Brasca, sur les partis, enfin sur LR en particulier. Alors non, c'était juste au moment où vous parliez de la retraite, et j'avais juste envie de rebondir et dire que c'est vrai qu'il y a un débat autour de la retraite qui est assez étonnant, parce que c'est vrai que quand on entend Clémentine Autain dire que c'est 40 annuités, donc à partir de 25 ans, en fait, finalement, sa retraite à 65 ans, on comprend pas trop véritablement, même s'ils sont à l'Assemblée nationale, ce qui va se passer. Mais ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Écoutez ce que disent les grands experts, pas forcément au sein du corps, parce que le corps a été construit en gros un peu pour faire plaisir aux syndicats. Mais des gens qui sont des gestionnaires en interne, ils vous disent la retraite à 60 ans, vous posez les clés par terre et vous ruinez les générations qui attendent leur retraite, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour de cette table. Et puis pour revenir un petit peu sur LR, rajouter à ce que disait Monsieur Robinet, c'est d'autant plus préoccupant que parmi les premiers ministrables cités, certains avancent le nom quand même de Xavier Bertrand. Et si jamais Xavier Bertrand, plusieurs élus, anciens élus socialistes qui ont dit Bertrand pourrait convenir. Est-ce que ça se fera? On verra, j'en sais rien. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais si c'était le cas, c'est sûr que ce serait la fin de ce parti qui est déjà bien mal en point. Pour une femme. Oui, normalement, on c'est l'espère. une femme. On l'espère. En fait, il y aurait une Xavier Bertrand femme. Voilà. C'est le profil de Xavier Bertrand, mais en femme. Ça doit être son principal problème quand même, parce que c'est vrai qu'on a avancé des profils remarquables. C'est vrai que quelle que soit notre famille politique, Elisabeth Borne, elle a coché toutes les cases, 3 ministères compliqués, des réformes dans tous les sens, et elle est sortie comme si elle venait de plonger dans la piscine. Donc c'est vrai qu'on a envie de se dire. Mais là, on se dit face à quelqu'un qui doit être le chef de la majorité, donc se taper les ennuis politiques, les engueulades pour remettre tout
tout le monde dans la même troupe, c'est très difficile pour elle. C'est l'épuiser avant qu'elle commence le combat. Et il n'y a personne jusque-là. Si, il y en aurait une, voire deux, mais qui ne peuvent pas. Un, ce serait Martine Aubry. Mais Martine Aubry, elle est assez fatiguée, elle l'a déjà dit, elle gère sa vie, elle est capable de réunir tout le monde. Il leur dit le premier qui la ramène, je l'éclate, et tout le monde va dire ok, Martine. Et puis la deuxième, ça serait Ségolène Royal, sauf que Ségolène Royal, au bout de 2 semaines, mais c'est des gens qui sont capables d'être chefs de la majorité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont fait des campagnes, ils sont capables de penser en tant que chef de la majorité. Il faut fédérer, surtout une majorité qui va être entre guillemets l'ancienne DIRCAB de Monsieur Michel Alliot-Marie. L'ancienne DIRCAB de Monsieur Valls qui a été cité aussi, remarquable aussi, mais très difficile d'être chef de la majorité. Oui, mais elle a décliné. Donc. Mais pourquoi un Premier ministre de gauche, dans la mesure où... Xavier Bertrand n'est pas de gauche déjà. Non, mais il est compatible, il est en même temps. C'est la droite sociale, la droite sociale. Il sort au second tour. Mais les femmes qui ont été approchées étaient des femmes plutôt de gauche, apparemment. Donc pourquoi une femme de gauche? À mon avis, au regard des élections aussi présidentielles, c'est-à-dire il y a une attente. Mélenchon a fait un score quand même extrêmement important au premier tour, parce que ce qui compte, c'est le premier tour. Oui, non, Marine Le Pen, première ministre, je pense pas, mais voilà, donc je pense... Non, mais c'est ma question, c'est Marine Le Pen est arrivée au second tour. Voilà, plus à gauche qu'à droite, c'est la question. Moi, je pense qu'il y a quand même une tendance... Il y a une tendance de com, il y a un formidable... Ou alors c'est les lunettes noires de Roland Barthes, vous savez. Quand vous mettez des lunettes noires, ça veut dire à tout le monde je suis très très triste. Là, en laissant fuiter que vous avez auditionné des personnalités de gauche, mais que c'est très compliqué parce que toutes les cases ne sont pas cochées, on dit regardez, on a essayé. C'est très difficile. Donc est-ce que vous permettez qu'on passe à autre chose? Ou alors, ça fait partie des stratégies de communication. Une élue issue des territoires, qui est à la tête de Rennes, maire de Nantes, collectivité ou président de communauté urbaine. Enfin, il y a des femmes de qualité qui ont une expérience. Non, le maire je suis pas une femme et moi j'aime ce que je fais. Non mais on a des femmes. Enfin, on manque pas de femmes de qualité en France. Enfin, on a des présidents de communauté urbaine, on a des maires, des gens qui ont une expérience nationale, enfin qui savent ce que sont les territoires, les attentes des territoires. Donc voilà, là on fait durer le plaisir, il y a des noms qui circulent et Carole autres. Delga, pourquoi pas? Mais Carole Delga, pourquoi pas? Voilà. Ne faisons pas de politique fiction. Allez, on va changer de sujet. Et pourquoi pas? Regardez, on peut lancer ça. Les débats avec vous jusqu'à midi. Alors il nous reste 2 thèmes, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Je voulais qu'on parle de cette guerre. La France doit-elle continuer à aider l'Ukraine? La France qui va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent. 300 millions de plus a annoncé Emmanuel Macron hier. Paris a déjà beaucoup aidé l'Ukraine et c'est vrai que certains se posent la question du fait que Paris n'assume pas réellement ses envois d'armes. On appelle ça des armes défensives. Or, ce sont des armes offensives. Enfin, les armes sont aussi... Alors, c'est pour aider les Ukrainiens à se défendre, certes. Et puis, sur le pessimisme des Français. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Ce sondage IFOP qui nous apprend que 66% des Français sont pessimistes. Peut-être commencer avec ce sondage. Ça représente 81% des électeurs de Marine Le Pen. C'est ça qui est intéressant, c'est le découpage. 79% des électeurs d'Éric Zemmour, 72% de ceux de Valérie Pécresse, 69% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 43% seulement des électeurs d'Emmanuel Macron. On voit qu'il y a une corrélation avec Arnaud Robinet, une corrélation avec les le pouvoir d'achat. Non, mais avec les résultats des présidentielles, il est tout à fait normal que, je peux comprendre que l'électeur de Marine Le Pen soit pessimiste. Sa candidate n'a pas gagné, le projet qu'il défendait n'a pas été validé par la majorité des Français, donc ça on peut le comprendre. Après, je comprends parfaitement d'une manière... Mais c'est pessimiste globalement. Mais ce pessimisme global, on peut le comprendre. Il y a de quoi, c'est vrai. On parlait de l'inflation, la guerre en Ukraine, la question climatique également, et aujourd'hui où les Français sont de plus en plus attachés, je dirais, à l'avenir de leurs enfants ou leurs petits-enfants, c'est vrai que on se dit quel avenir on va laisser à nos enfants. Donc
C'est pour ça. Alors, après, il y a deux solutions. Soit on est observateur ou on est acteur. Alors, on peut être observateur et en disant c'est vrai, tout va mal, etc. Et restons chez nous, cloîtrés, replions-nous sur nous-mêmes. Ou alors, on se veut être acteur. Et moi, je suis plutôt de nature optimiste. Je me dis, voilà, allez, on va tous se retrousser les manches. Il nous faut bien sûr derrière, au niveau gouvernemental et au niveau de l'Élysée, je veux dire, une impulsion, que ce soit notamment dans la question de climatique et des renouvellements des énergies et autres, etc. Mais voilà, une impulsion. On a des atouts fantastiques. Cette impulsion doit passer par les territoires et on doit pouvoir y répondre. En tout cas, moi, je suis plutôt optimiste. Oui, vous êtes optimiste. Là, on parle du quotidien des Français. Le quotidien aujourd'hui, c'est un fait, bien évidemment. Le quotidien, la difficulté de boucler ses fins de mois, à vivre. Il y a plein de raisons pour les Français d'être optimistes. C'est vrai, il y a le déclassement social, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété avec le réchauffement climatique. Mais c'est peut-être, du coup, comme ce que vous étiez en train de dire, peut-être, du coup, aux décideurs politiques et d'être optimistes par la volonté et d'essayer vraiment de s'emparer de ces sujets-là et pas dire on va faire comme on a fait durant 50 ans. Voilà. Se réinventer, innover. Oui, mais c'est à un autre niveau. C'est pessimiste. Je pense que quand on interroge les gens, on voit ce sont les 50 ans et plus qui sont les plus pessimistes. Les jeunes, 24% contre 65% pour les 50 ans et plus. Najwa. Tous les cas, déjà, les Français à la base sont souvent pessimistes, mais là, ça se justifie quand même. D'ailleurs, quand vous disiez 81% des électeurs de Marine Le Pen ce sont les plus pessimistes. Je rappelle que l'électorat de Marine Le Pen, ce sont les classes populaires. Absolument. Donc ce que vous disiez, ces classes populaires qui ont du mal à joindre les deux bouts, et on l'a vu dans le cadre aussi de cette présidentielle où, je le rappelais tout à l'heure, il y a deux France, une France d'en bas, une France d'en haut, et donc je suis pas étonnée quand vous nous dites, Valérie, que l'électorat du président de la République, Emmanuel Macron, est plus optimiste parce que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Donc le pessimisme, oui, mais c'est vrai qu'il faut savoir rebondir. Donc moi j'ai un discours positif, mais je ne suis pas étonnée quand vous avez une guerre qui est à la porte de l'Europe, où là il n'y a même pas de visibilité. Dans le quotidien, on vous parle de Paris qui peut être détruit en 200 secondes. Il y a une guerre qui est certes autour des armes, mais une guerre aussi psychologique, verbale. Donc à cela s'ajoute la galère du quotidien où le panier, j'allais dire, de la ménagère augmente. Tout ça s'additionne et fait que vous avez du mal à vous projeter. Il y a beaucoup d'incertitudes et donc ce sondage n'est pas étonnant en soi. Oui. Non, je suis d'accord. Et après, le grand sujet, c'est aussi le sujet de la guerre. Peut-être qu'on évoquera. Est-ce qu'il faut continuer à aider rapidement ? Il nous reste pas beaucoup de temps. Non, mais dans ces sujets, il faut toujours regarder. Souvent, les gens sont pessimistes de manière générale, mais quand on rentre un peu dans le sujet, qu'on leur demande et pour vous, ils sont beaucoup plus optimistes. Et par exemple, puisque notre ami Dabi était là tout à l'heure, dans un très bon bouquin qu'il a coécrit sur la jeunesse, il montre bien, par exemple, qu'il y a des valeurs très importantes, enfin en tout cas de mon point de vue, qui sont revenues sur le devant de la scène et auprès des jeunes. Par exemple, le lien familial. Avant, vous vous rappelez de ce cri de haine, je crois que c'était Sartre qui disait famille je vouais. Et aujourd'hui, les jeunes notamment, et les gens de manière générale, se raccrochent à ça. Donc il faut relativiser. Après qu'ils soient pessimistes avec tout ce qu'on nous raconte comme choses atroces toute la journée, je pense qu'on le serait également. Peu de temps pour parler de la guerre, on y reviendra évidemment, mais c'est vrai que cette guerre qu'on est en train de faire sans le dire. Je voyais ce matin, un auditeur m'envoyait cette information que je ne retrouve pas, selon laquelle effectivement une ligne rouge aurait été franchie. Voilà, embargo sur le pétrole russe. L'Union européenne a franchi la ligne rouge. C'est ce que dit Viktor Orban. On marche sur des mines. On marche pas. Biden a compris que Poutine était faible sur ce sujet-là. Ça fait des années qu'on dit qu'ils n'ont pas été bons sur l'Afghanistan,
l'Afghanistan, sur la Syrie, sur tout un tas de sujets. Il connaît extrêmement bien les dossiers internationaux et quand on fait voter 3 milliards d'aides en faveur de l'Ukraine et notamment en acheminement d'armes, je peux vous dire que les Américains visent le régime change. Je suis même étonné qu'on n'en parle pas un peu plus, que ce terme qui est quand même, d'un point de vue de la géopolitique, qui est très important, qu'on dise Biden vise le régime change. Aujourd'hui, ils publient toutes les analyses de leur service de renseignement, ce qu'ils ne faisaient absolument jamais. Ils savent très bien que l'opinion publique, c'est quelque chose qu'il faut absolument manipuler. Et là-dessus, voilà, les intentions sont claires. Et on est leurs alliés. L'OTAN n'est plus en état de mort cérébrale, comme le disait quelqu'un qui a dû être président de la République il y a quelques temps. Arnaud Robinet, sur la guerre, on est en train de faire la guerre sans le dire. On aide l'Ukraine. On doit aider l'Ukraine et je crois que ceux qui agitent le chiffon rouge de l'arme nucléaire ou le fait d'être co-belligérant de cette guerre, c'est faire preuve de lâcheté. Je crois qu'il faut assumer et continuer à aider l'Ukraine. Absolument. On est tous... Mathis Brasquin. Bien sûr qu'on doit. Moi, je pense personnellement qu'il faut continuer à aider l'Ukraine parce que qui sommes-nous aujourd'hui pour décider de la mort d'une nation? On a un principe fondamental qui est la souveraineté des États. Aujourd'hui, il y a un État qui est agressé, c'est l'Ukraine. Il y a un agresseur, c'est la Russie. Si on se désolidarise là-dessus, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire après? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, au niveau des armes, etc. Hier, il y avait le général Gomard qui était invité sur LCI. Il parlait du fait que avant il disait que ça va juste faire durer la guerre en gros et que ça va faire plus de morts, ce qui était un son de cloche un peu différent. Aujourd'hui il y a quand même un changement de rapport de force. Ils sont plus ou moins en égalité entre d'un côté l'Ukraine qui est soutenue par l'Occident et la Russie, donc peut-être que ça peut changer aussi. Étonnamment, peut-être qu'ils peuvent finir par perdre la guerre. On a fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio et très bon week-end à lundi.